Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, l'actualité de cette édition. Guerre au Moyen-Orient, les gardiens de la révolution iranienne annoncent le lancement de la 54e vague de l'opération Promesse Sincère 4. Deux semaines après le déclenchement de la guerre, aucun signe d'apaisement n'est perceptible. Agression sioniste contre les Liban, des frappes menées dans le sud du pays ont fait au moins 4 morts. En Cisjordanie occupée, 4 membres d'une même famille ont été assassinés par les forces d'occupation. Trafic de drogue, selon un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Maroc s'impose comme un hub pour les réseaux internationaux de trafic représentant une menace pour les pays voisins. Bonsoir et bienvenue. Alors, les médias iraniens ont confirmé avoir entendu des explosions et observé des avions de combat survoler Ispahan dans le centre du pays et à Hamadan dans l'ouest de l'Iran. L'agence iranienne Tasnim a rapporté dimanche que l'aviation militaire sioniste américaine visait des bâtiments civils à Hamadan, faisant des blessés, dont certains dans un état grave, tandis que les avions de combat continuaient de survoler le ciel d'Ispahan. Les forces révolutionnaires ont également annoncé avoir réussi à abattre des drones américains et sionistes à Téhéran et à Tabriz. Le corps des gardiens de la révolution islamique iranienne a annoncé la mise en œuvre de la 54e vague de l'opération Promesse Sincère 4. Le corps des gardiens de la révolution a ajouté dans un communiqué publié ce dimanche que les attaques iraniennes contre les intérêts américains et les sionistes dans la région se poursuivaient avec plus de force et à plus grande échelle. Précisons que la base d'Al-Dafra aux Émirats arabes unis avait été prise pour cible par 10 missiles hypersoniques. Le corps des gardiens de la révolution islamique iranienne a déclaré dimanche avoir utilisé le missile Sejil pour la première fois. Au cours de cette guerre, l'Iran a déclaré que l'attaque visait précisément plusieurs sites stratégiques dans le territoire palestinien occupé, notamment des centres de gestion et de prise de décision des opérations aériennes, l'industrie militaire et des infrastructures de défense, ainsi que des concentrations de troupes israéliennes. Et toujours concernant le Moyen-Orient, 2 semaines après le début de la guerre, aucun signe d'apaisement n'a été constaté. Amel Amézia nous en dit plus. 2 semaines après les frappes aériennes surprises lancées par les États-Unis et l'entité sioniste sur plusieurs sites en Iran, le conflit ne montre aucun signe d'apaisement. L'Iran riposte par des attaques de missiles et des drones visant l'entité sioniste, des bases militaires américaines et des positions alliées aux États-Unis dans toute la région. Dans son premier message, le nouveau guide suprême iranien promet la poursuite de la riposte, le maintien de la fermeture du détroit d'Ormuz et de continuer à mener des attaques contre les bases américaines dans les pays du Golfe. L'Iran adresse un message clair au monde, le pays se défend et n'abandonnera pas. Le guide suprême est rejoint par le ministère iranien des Affaires étrangères. Ce ne sont pas des représailles, c'est de la légitime défense, au sens strict. Nous sommes attaqués, nous subissons des actes flagrants d'agression militaire au quotidien, voire à chaque instant. Nos villes sont bombardées par les États-Unis et le régime israélien. Par conséquent, nous exerçons notre droit inhérent de légitime défense, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Le conflit a également des répercussions sur les infrastructures civiles à travers le pays. Plusieurs sites civils ont été endommagés lors des récentes frappes, notamment une école dans le sud de l'Iran et un hôpital à Téhéran. Une violation flagrante des conventions de Genève qui touche à la stabilité interne du pays. Cela exerce une forte pression sur nos chers compatriotes. De nombreux sites civils ont été touchés, ce qui constitue une violation des conventions de Genève qu'ils ont eux-mêmes élaborées. Les États-Unis et Israël ont prouvé qu'ils ne respectent pas le droit international et sont prêts à commettre n'importe quel crime.
La vie quotidienne reste difficile pour de nombreux Iraniens car les frappes continues sur des sites clés comme l'île de Kang accentuent les pressions économiques et sécuritaires. Les stratégies des deux camps comptent sur la limitation des capacités de l'adversaire à supporter une guerre d'usure et les pertes économiques. Le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu'il n'était pas prêt à conclure un accord pour mettre fin à la campagne militaire contre l'Iran parce que, je cite, les conditions ne sont pas encore suffisamment bonnes. Trump, tout en refusant de préciser quelles seraient ces conditions, a déclaré qu'un engagement de l'Iran à abandonner complètement toute ambition nucléaire ferait partie des conditions d'un cessez-le-feu. Des dizaines de Palestiniens se sont rassemblés dimanche dans le nord de la Cisjordanie occupée pour les funérailles d'un couple et leurs deux jeunes enfants assassinés par des tirs des forces sionistes. L'occupation sioniste a affirmé avoir ouvert le feu sur une voiture qui accélérait dans leur direction à un barrage pendant la nuit dans le village de Tamoun, une vision irréelle pour tenter de justifier un énième crime commis contre le peuple palestinien depuis le début mars. Les violences se multiplient en Cisjordanie, en particulier les attaques menées par des colons qui ont assassiné au moins 6 Palestiniens, selon le ministère de la Santé du territoire. Allahu Akbar. والشهداء أحباب الله والشهداء أحباب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله أكبر. والشهداء أحباب الله والشهداء أحباب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Et c'est l'image de la forte riposte iranienne qui a visé Hollande dans les territoires palestiniens occupés, faisant plusieurs blessés. Sur la vidéo, on peut apercevoir une épaisse fumée blanche qui s'élève au-dessus d'une route bordée de 2 immeubles. Les gardiens de la Révolution ont annoncé avoir tiré des missiles et drones avec le Hezbollah. L'ambassade des États-Unis à Bagdad a publié dimanche une nouvelle alerte sécuritaire appelant les Américains à quitter l'Irak immédiatement, mettant en garde contre l'escalade des menaces sécuritaires et des attaques iraniennes contre des cibles liées aux États-Unis dans tout le pays. Dans un communiqué, l'ambassade a déclaré que ses troupes pro-iraniennes avaient encouragé et mené des attaques aveugles visant des Américains et des installations liées aux États-Unis dans différentes régions d'Irak, y compris dans la région du Kurdistan. Les récentes frappes sur l'île de Karg n'ont pas exercé de pression sur l'Iran, mais affecteront les compagnies pétrolières liées aux États-Unis et l'Europe, a déclaré un ancien commandant du corps des gardiens de la Révolution islamique dans une interview accordée samedi à la chaîne CGTN. Hossein Kanani Mouradam, également analyste militaire, a déclaré que l'Iran avait pris des dispositions à l'avance pour réduire sa dépendance au détroit d'Ormuz, bien avant les frappes américaines sur les îles iraniennes, notamment Kharg, qui a été ciblée et touchée par les forces américaines. خب میدونید که ما سالهاست بعد از
Comme vous le savez, ces mesures remontent à plusieurs années. Après la guerre Iran-Irak, nous avons pris des mesures pour réduire notre dépendance au détroit d'Ormuz et à l'exportation de pétrole depuis les îles. Pour ce faire, nous avons construit des oléoducs dans différentes régions afin de pouvoir exporter facilement du pétrole par voie terrestre et maritime, sans dépendre du détroit d'Ormuz. Même s'ils frappent, comme ils l'ont déjà fait en attaquant Abu Moussa, ils n'y gagneront rien. Au contraire, cela ne fera qu'aggraver la crise pétrolière. C'est pourquoi ils pensent qu'en frappant Karg ou certaines îles, ils peuvent faire pression sur nous. Au contraire, toute la pression retombera sur les compagnies pétrolières liées aux États-Unis et à l'Europe. C'est pourquoi nous n'avons aucun problème à cet égard. Même s'ils s'emparent de Karg, nous réagirons car c'est notre territoire. Mais en réalité, cela ne créerait aucun obstacle à nos exportations de pétrole. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'un certain nombre de pays étaient prêts à se joindre à un effort visant à assurer la sécurité dans le détroit d'Ormuz. Samedi, Trump a annoncé que plusieurs pays, aux côtés des États-Unis, enverraient des navires de guerre dans le détroit d'Ormuz afin de garantir la sécurité et la fluidité de ce passage maritime crucial. Il a notamment exhorté la Grande-Bretagne, la Chine, la Corée du Sud, la France et le Japon à participer à cette initiative. Le 2 mars, le général de division Ebrahim Jabari, commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, a averti que le détroit d'Ormuz serait fermé à la navigation en raison de l'opération militaire menée par Israël et les États-Unis contre la République islamique. Le Royaume-Uni travaille avec ses alliés pour tenter de rouvrir le détroit d'Ormuz, notamment en étudiant des options telles que des équipements autonomes de chasse aux mines, a déclaré dimanche le secrétaire à l'énergie. S'exprimant sur Sky News, Miliband a déclaré que la désescalade du conflit était le meilleur moyen d'assurer la réouverture du détroit et que la Grande-Bretagne continuerait à maintenir les sanctions contre la Russie. Nous souhaitons collaborer avec nos alliés pour obtenir la réouverture du détroit. Et comme vous le dites, nous disposons de plusieurs options, notamment des équipements autonomes de détection de mines. C'est une piste que nous explorons. Je ne vais évidemment pas spéculer. Il est dans notre intérêt à tous que le détroit soit rouvert. J'ajouterai qu'il est également nécessaire de désamorcer cette crise, car le meilleur moyen d'y parvenir est de mettre fin à ce conflit. Bien entendu, nous travaillons activement avec nos partenaires sur ce sujet. Des frappes sionistes nocturnes ont fait au moins 4 morts dans le sud du Liban, 13e jour de la guerre au Moyen-Orient. Selon l'agence officielle ANI, les forces sionistes ont ciblé un appartement dans un immeuble résidentiel près de Saïda, principale ville du sud du Liban, faisant un martyr. Plus au sud, 3 personnes sont mortes dans une frappe sioniste contre le village de Katrani, selon le ministère de la Santé. Le ministère libanais de la Santé publique a annoncé samedi que le bilan des attaques sionistes dans le pays depuis le 2 mars s'élevait à 826 morts et 2009 blessés. Le gouvernement libanais a déclaré que l'agression barbare sioniste contre le Liban a déplacé plus de 810 000 personnes, dont environ 126 000 ont été accueillis dans 589 centres d'hébergement désignés à travers le pays. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a condamné la mort en martyr de 14 agents de santé dans les agressions sionistes dans le sud du Liban au cours des dernières 24 heures. Ces incidents mettent en lumière l'attaque continue contre le système de santé libanais, qui est un pilier vital pour la population. Nous condamnons ces pertes tragiques en vie humaine et soulignons la nécessité de protéger en permanence les personnels soignants. En vertu du droit international humanitaire, le personnel et les infrastructures médicales ne doivent jamais être attaqués ni militarisés. Pas de répit pour les Gazaouis, le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande ne cesse de grimper, faisant 72 239 martyrs et 171 861 blessés. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 5 martyrs ainsi que 8 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures,
a indiqué la même source. Quatre Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés dimanche dans de nouvelles frappes aériennes sionistes visant le centre et le sud de la bande de Gaza. Selon des sources médicales, 3 membres d'une même famille sont tombés en martyrs lorsque des avions de combat sionistes ont bombardé un rassemblement de civils dans la zone d'El Sawarha, à l'ouest du camp de réfugiés de Nusayrat. Et en Cisjordanie occupée, un père, une mère et leurs 2 enfants ont été enterrés dimanche après que des soldats sionistes ont lié ou ont tiré sur la voiture familiale, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. L'agence de presse officielle palestinienne a indiqué que la famille avait été assassinée samedi soir après être sortie acheter de nouveaux vêtements pour l'Aïd el-Fitr. Ils ont assassiné la femme, l'homme et ses 2 fils. 2 autres personnes ont été blessées par des éclats d'obus, l'une à l'œil et l'autre à la tête. Gloire à Dieu, que Dieu les bénisse. Nous sommes prêts à nous sacrifier pour notre pays. Et quels que soient nos sacrifices, ils ne seront jamais assez grands pour notre patrie. Mais ces gens étaient innocents, des enfants. Quels crimes ont-ils commis? Ils ne portaient pas d'armes et ne combattaient pas. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée algérienne, le général de corps d'armée Saïd Chengriha a affirmé que le terrorisme avait été vaincu en Algérie grâce à ses enfants, soulignant la nécessité de poursuivre sans relâche la lutte contre ce fléau. Saïd Chengriha a souligné la pertinence de l'approche adoptée pour lutter contre les vestiges des groupes terroristes afin d'éradiquer ce phénomène de l'Algérie, exhortant chacun à redoubler d'efforts pour persévérer ou pour préserver la sécurité de la patrie et des citoyens et à poursuivre la lutte contre les résidus du terrorisme. Je vous recommande de poursuivre la lutte contre ce fléau sans pitié ni compassion, afin que le peuple algérien avant tout soit fier de vous et que les hautes autorités du pays soient également fiers de vos sacrifices. Le terrorisme a été vaincu par les fils de l'Algérie. Nous l'avons vaincu et nous poursuivrons encore nos efforts afin que l'Algérie demeure un État souverain. Premier producteur et exportateur mondial de résine de cannabis, le Maroc est régulièrement cité dans les rapports internationaux consacrés au narcotrafic, production massive, route de contrebande et réseaux transnationaux. Le Royaume occupe aujourd'hui une place centrale dans les circuits du trafic de drogue dans le monde. Commentaire de Maria Chouyer. Au cœur des routes internationales du narcotrafic, le Maroc attire aujourd'hui l'attention de plusieurs rapports internationaux. Le Royaume est classé depuis quelques années déjà par l'ONU comme le plus grand producteur et exportateur de résine de cannabis au monde, alimentant des réseaux de trafic qui s'étendent bien au-delà de ses frontières. Selon les données de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la production annuelle de résine de cannabis est estimée entre 2500 et 3000 tonnes. Une partie importante de cette production alimente des réseaux internationaux, ciblant principalement les marchés européens et nord-africains. Au fil des années, ce trafic s'est profondément transformé. Ce qui était autrefois une activité criminelle isolée s'est progressivement enraciné dans certaines régions du nord du pays, où la culture du cannabis constitue désormais une composante importante de l'économie locale. D'après les estimations de l'Organisation des Nations Unies, cette culture s'étend sur près de 37 000 hectares et fait vivre environ 140 000 familles, alimentant ainsi une économie parallèle difficile à contrôler. Pour acheminer la drogue vers ses principaux marchés, les réseaux criminels s'appuient sur des circuits logistiques complexes. Les cargaisons partent majoritairement du nord du Maroc et transitent vers l'Espagne, considérée comme l'une des principales portes d'entrée vers l'Europe. Le rapport du marché de la drogue dans l'Union européenne 2025 révèle que plus de 551 tonnes de résine de cannabis ont été saisies ces dernières années à travers le continent, lors de plus de 265 000 opérations visant différents trafics de drogue.
En 2021, les autorités espagnoles ont saisi à elles seules près de 672 tonnes de résine de cannabis produite au Maroc, confirmant l'ampleur du phénomène et la place centrale du royaume dans les routes du trafic de stupéfiants. Mais les conséquences dépassent largement les frontières marocaines. Les revenus générés par ce commerce illicite alimentent d'autres activités criminelles. Des pays voisins, dont l'Algérie, font également face à des tentatives récurrentes d'introduction de stupéfiants à travers leurs frontières. Selon le ministère de la Défense nationale algérien, les unités de l'armée nationale populaire ont avorté plusieurs opérations de trafic en 2025. En l'espace d'une seule semaine, 1,8 tonnes de kiff traités a été saisi, en plus de quantités importantes de cocaïne et de psychotropes, révélant l'existence de réseaux organisés ciblant notamment la jeunesse de la région. Face à l'ampleur de ce phénomène, les experts appellent aujourd'hui à renforcer la coopération régionale et internationale afin de lutter plus efficacement contre ce trafic transfrontalier devenu un défi sécuritaire majeur pour l'Afrique du Nord et l'espace méditerranéen. Une frappe présumée russe a causé la mort d'une personne et blessé 13 autres dans la région de Zaporizhia, selon le chef de l'administration régionale Ivan Fedorov, à la suite de frappes aériennes sur des quartiers résidentiels de la ville. Toujours selon le chef de l'administration, tout a été détruit. Une personne aurait été tuée et une dizaine d'autres blessés. L'Ukraine va recevoir cette année de France un nouveau système de défense SAMP-T et le testera contre des missiles balistiques russes comme alternative au système américain Patriot, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Un groupe de journalistes dont les propos étaient sous embargo jusqu'à dimanche. Il s'agit du sujet le plus important des discussions avec Emmanuel Macron à Paris vendredi, a tenu à préciser le président ukrainien. Розпочинаємо церемонію підписання. Les Kazakhs se sont dirigés dimanche aux urnes pour le référendum sur une nouvelle constitution qui pourrait permettre à l'actuel président Kassym-Jomart Tokayev de se maintenir à la tête du plus grand ou la plus grande économie d'Asie centrale au-delà de la limite de son mandat actuel fixé à 2029. Tokayev, ancien diplomate ayant entretenu de bonnes relations avec la Russie, les États-Unis et la Chine, a qualifié le référendum, je cite, de moment véritablement historique qui éloigne le Kazakhstan, géant de l'énergie et des minéraux, d'un système super présidentiel pour aller vers une plus grande séparation des pouvoirs. Les Français ont voté dimanche au premier tour des élections municipales, dernier scrutin majeur avant la présidentielle de 2027, et quelques 48,7 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales, dont 358 000 ressortissants de l'Union européenne. En raison du décalage horaire, le vote a déjà eu lieu en Nouvelle-Calédonie, La Réunion et la Mayotte. Le scrutin, dont le second tour se tiendra le 22 mars, vise à élire pour 6 ans les conseillers municipaux dans quelques 35 000 communes, ces derniers étant ensuite amenés à désigner parmi eux leur futur maire. Et enfin, à l'approche de la fête musulmane de Eid al-Fitr, les Pakistanais se ruent sur les marchés pour acheter des vêtements et des cadeaux à offrir. Près d'Islamabad, le grand marché de Rawalpindi attire comme chaque année un nombre important de clients venus de partout, malgré la flambée en ces derniers jours du ramadan des prix des produits de base et du carburant liés à la guerre au Moyen-Orient. Plus de détails avec Soujla Kilal. Dans les allées densément fréquentées du marché Rawalpindi, un des plus grands marchés de la capitale pakistanaise Islamabad, une marée humaine a pris d'assaut les magasins et les étalages. Chaussures, vêtements, bijoux et accessoires. Ces Pakistanais venus de différentes régions du pays font leurs emplettes en prévision de la fête de Eid al-Fitr, une des fêtes les plus importantes du calendrier musulman, qui vient récompenser les musulmans après un mois de jeûne et de piété. Beaucoup de choses qu'on trouve ici ne sont pas disponibles à Khyber Pakhtunkhwa. Nous sommes venus faire les emplettes.
Les prix ici sont intéressants. Les vendeurs sont aussi ouverts à la négociation. C'est une façon agréable de passer le temps. Alors que les vendeurs donnent de la voix pour annoncer les prix et attirer les clients afin de les convaincre de la qualité de leurs marchandises, les nombreux hommes, femmes et enfants qui flânent dans les allées du marché tentent de repérer les bonnes affaires et négocier pour acheter au meilleur prix les vêtements qu'ils vont arborer le jour de Eid al-Fitr et les cadeaux qu'ils vont offrir. Comme il n'y a pas de contrôle ni d'équilibre, les prix varient beaucoup ici. Dans certains magasins, les prix sont très élevés, tandis que dans d'autres, ils sont très bas. Dans un magasin, on peut trouver un costume à 1000 roupies, alors que dans d'autres, il faut compter 2 ou 3000 roupies. À quelques jours de la fin du mois sacré du Ramadan, les iftars collectifs organisés par les organisations caritatives se multiplient à travers le Pakistan, attirant de plus en plus de personnes en raison de la flambée des prix des denrées alimentaires de base et du carburant suite à la guerre au Moyen-Orient. Rien que la semaine dernière, le Pakistan a augmenté les prix de l'essence de 55 à plus de 320 roupies le litre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous et à tous.